Aussi loin que l'on observe le cosmos, les lois physiques sont partout identiques. La matière qui compose notre Terre est la même que celle que l'on trouve au cœur de la plus lointaine galaxie. Alors, le miracle de la vie ne s'est-il pas produit ailleurs que sur la Terre ? La vie est-elle apparue par hasard sur notre monde ou bien s'agit-il d'un phénomène universel ? Et si tel est le cas, cette évolution extraterrestre aurait-elle pu donner naissance à des êtres conscients, intelligents, qui eux aussi se poseraient la même question que nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand rendez-vous spécial de Rayon X, la vie ailleurs, ailleurs que sur la Terre. Nous allons ce soir, en cette fin d'année, partager avec vous l'une des questions les plus fascinantes que vous vous êtes tous posées un jour ou l'autre. Est-ce que, oui ou non, l'homme est seul dans le grand univers ? Cette question, à laquelle les premiers hommes ont peut-être songé en regardant les étoiles, elle est revenue récemment et de manière tout à fait inattendue au cœur de l'actualité. Souvenez-vous, c'était le 4 septembre 2004. Ce jour-là, en effet, une information a fait le tour de toutes les rédactions dans le monde entier. Les astronomes auraient capté quelques mois plus tôt un message mystérieux, peut-être d'origine extraterrestre. Le mystérieux signal serait venu d'une région de l'espace située entre les constellations du Poisson et celle du Bélier, à environ 1000 années-lumière de chez nous. Il aurait été entendu dans l'observatoire d'Arecibo pendant à peu près 1 minute sur la fréquence de 1420 MHz. En quelques heures, ce phénomène déclenchera une effervescence extraordinaire dans le monde entier. Alors, de quoi s'agit-il ? D'un phénomène astronomique jusque-là non identifié ? D'une défaillance du radiotélescope lui-même ? Ou bien d'autre chose ? Quelle qu'en soit l'origine, ce message énigmatique pose de toute façon une question. Est-ce qu'une vie intelligente a pu se développer ailleurs que sur la Terre ? C'est ce que nous allons tenter de vous faire découvrir ce soir. Oui, Igor, en compagnie de scientifiques, sans oublier bien sûr Astronomie Magazine, notre partenaire presse, qui consacre dans son numéro du mois de janvier un dossier spécial aux planètes extrasolaires et à la quête de la vie ailleurs. Et tout de suite, les grandes étapes de notre voyage. Sommes-nous seuls dans l'univers ? En compagnie de notre public, nous vous proposons en premier lieu de découvrir comment cette grande question s'est posée tout au long de notre histoire. Mais s'interroger sur la vie ailleurs, c'est d'abord s'interroger sur la vie sur Terre. Et si elle existe sur Terre, alors pourquoi pas sur d'autres planètes ? Et enfin, question ultime, une vie extraterrestre pourrait-elle être intelligente et pourrions-nous entrer en contact avec elle ? Commençons par le commencement. Bien avant de faire l'objet de recherches scientifiques, les créatures extraterrestres ont d'abord été, et d'ailleurs jusqu'à preuve du contraire restent, des créations de l'imaginaire des hommes. Oui, car depuis toujours, l'homme s'est demandé, parfois avec espoir, souvent avec peur, s'il existait d'autres êtres dans l'immense univers. Eh bien, voici donc quelques traces stupéfiantes de ce face-à-face de rêve ou de cauchemar entre l'homme et la créature venue des étoiles. C'est l'aube de l'humanité. Dans les nuits silencieuses de la préhistoire, une pensée circulait déjà sans un mot. Comme muette sous la flamme glacée des étoiles, sommes-nous seuls dans l'immensité. Aucune des images que vous allez découvrir n'apporte la preuve que nos ancêtres aient jamais vu un être venu des étoiles, mais toutes, même lorsqu'elles sont anciennes de plusieurs dizaines de millénaires, reflètent déjà la même peur, le même espoir face à l'univers. Par exemple, dans la fameuse grotte de Lascaux, où l'on distingue ces stupéfiantes images de constellations qui représentent toutes le ciel tel qu'il était à l'époque, il y a 17 000 ans. Mais face au ciel mystérieux, l'homme ne va pas en rester là. Sans qu'on ait jamais pu leur attribuer une source précise, l'image obsédante de ces créatures étrangères à l'homme traverse les siècles. On la retrouve par exemple dans les célèbres vestiges des civilisations précolombiennes, des milliers d'années avant Jésus-Christ. Nous voici à Nazca, au Pérou. Depuis plusieurs dizaines d'années, les scientifiques sont confrontés à un mystère. Pourquoi et comment ces étranges lignes parfaitement droites
visibles uniquement depuis le ciel, ont-elles été tracées sur le sol avec une incroyable précision sur des dizaines de kilomètres. Celles-ci forment un inextricable réseau qui évoque d'immenses couloirs ou encore des pistes d'atterrissage pour d'hypothétiques visiteurs venus du ciel. Bien sûr, ces vestiges archéologiques sont sujets à interprétation. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans la haute antiquité, on les retrouve un peu partout sur notre planète. Or, avec l'arrivée très progressive de l'écriture, tout change. Vous allez maintenant voir que depuis le Xe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'à l'aube du XXe siècle, l'idée que l'on se fait de l'extraterrestre a beaucoup évolué, et ce en fonction du contexte historique et culturel des époques. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le prophète Ézéchiel décrit dans un texte célèbre ce qui évoque le passage d'un char volant. Puis peu à peu, le mythe du char volant venu des étoiles s'efface à son tour, balayé par les siècles. Nous voici au Moyen-Âge, écrasés entre le poids des religions monothéistes et la force montante de la pensée rationnelle, la créature extraterrestre se fait de plus en plus rare. La Terre, monde unique, créé par un Dieu unique, n'est-elle pas au centre de l'univers ? Désormais, l'homme est persuadé qu'il est seul dans le cosmos. Malheur à qui ose s'élever contre cette nouvelle croyance. C'est pourquoi, au XVIe siècle, le moine et philosophe italien Giordano Bruno déclenche la fureur des potentats ecclésiastiques. Qu'a-t-il osé dire ? La même chose que Copernic et Galilée, un siècle plus tôt. Que la Terre n'est pas le centre de l'univers et qu'elle tourne autour du Soleil. Puisque la Terre n'est plus le centre du monde, alors il doit y en avoir d'autres, habités par d'autres êtres que nous. Condamné pour hérésie, le malheureux moine perdra la vie un jour de l'an 1600. Ce n'est qu'en 1686 que le philosophe français Fontenelle reprend les idées de Copernic et Bruno et soutient que des êtres intelligents, peut-être même civilisés, vivent ailleurs, sur d'autres planètes. Cette fois, le climat a profondément changé. Non seulement Fontenelle ne sera pas inquiété pour ses idées, mais on louera même son audace. Il sera conforté par de véritables scientifiques comme les astronomes Jean-Dominique Cassini, William Herschel et Christian Huygens. Et en cette fin du XVIIe siècle, qui annonce l'âge classique, le grand Cyrano de Bergerac, étonnant précurseur de la science-fiction, stupéfie ses lecteurs en leur dévoilant que le Soleil était peuplé d'hommes-oiseaux. Toutefois, à l'aube du XXe siècle, nouveau changement. Cette fois, il est de taille. Avec des scientifiques de l'envergure de Newcomb ou de Camille Flammarion, pour la première fois, voici que la créature venue des étoiles devient un personnage relevant de la science. Alors qu'il a tout juste 19 ans, le jeune Flammarion écrit un livre qui connaît aussitôt un immense succès, La pluralité des mondes habités. Ainsi, dans un élan d'enthousiasme, Newcomb lance en 1900 « Nous savons tous que cette terre sur laquelle nous demeurons est seulement l'une parmi des millions d'innombrables terres dispersées dans l'espace infini. » L'extraterrestre était prêt à entrer dans l'ère moderne. Et oui, ce sera chose faite en 1898. En effet, cette année-là est publié le roman qui, aujourd'hui encore, reste le plus fameux de toute la science-fiction, La Guerre des mondes, d'Herbert George Wells. L'extraterrestre devient brutalement un monstre épouvantable dont le projet unique est d'envahir la Terre. Alors vous allez le voir, cette peur a dominé une grande partie du XXe siècle et elle a même pris parfois des proportions qui vont vous surprendre. Dès 1898, H.G. Wells terrifie le monde avec son roman La Guerre des mondes et ses envahisseurs venus de Mars. Leur but, envahir notre planète pour s'en emparer. En octobre 1938, Orson Welles, alors employé par la chaîne CBS, entreprend d'adapter La Guerre des mondes dans le plus célèbre canular radiophonique de l'histoire. Il parvient à faire croire aux auditeurs de la station que des extraterrestres épouvantables ont débarqué. En quelques heures, la fameuse émission radio d'Orson Welles engendre une panique imprévisible. Persuadés que les Martiens sont là, prêts à tout détruire, des milliers d'auditeurs prennent la fuite, bloquant les rues dans les villes et provoquant d'innombrables accidents. Le cinéma de science-fiction américain prend alors le relais, et sur les écrans du monde entier fleurissent rapidement les visages repoussants d'envahisseurs de tout poil.
C'est la grande vague des envahisseurs des années 40 et 50 au cinéma, dont l'ampleur ne peut finalement s'expliquer que dans le contexte idéologique de l'époque, celui d'une Amérique isolationniste, traumatisée par le conflit planétaire qui vient de l'opposer à l'Allemagne et au Japon, et qui vient d'entrer dans la guerre froide. Fini le petit homme vert pacifique. Désormais, l'étranger a pris un visage résolument hostile, qu'on ne lui avait jamais connu jusqu'alors. Vous venez de le voir à travers ces images, l'extraterrestre apparaît comme un miroir dans lequel se sont reflétées les angoisses du monde durant le XXe siècle. Angoisse face à l'avenir, face à l'univers que la science a révélé de plus en plus vaste et complexe. Mais apprêtez-vous maintenant à franchir un pas de plus, car dans la deuxième moitié du XXe siècle apparaît soudain un phénomène totalement nouveau qui va donner à l'extraterrestre un visage bien plus impressionnant que tout ce que nous avons connu jusqu'alors. 24 juin 1947, 14 h. Ce jour-là, un pilote américain du nom de Kenneth Arnold stupéfie le monde entier en annonçant ce qu'il a vu quelques heures plus tôt. Il était en vol au-dessus des montagnes rocheuses, et voilà qu'il observe durant de longues minutes 9 engins se déplaçant à une vitesse inouïe dans le ciel. Puis soudain, après s'être immobilisés devant lui, ils basculent et disparaissent. À quoi ressemblaient donc ces étranges engins ? À des sortes de soucoupes volantes, précisa-t-il aux divers journaux, curieux de recueillir son témoignage. Soucoupe volante. Le mot était lâché et avec lui une incroyable saga qui n'allait plus jamais s'arrêter. Depuis Kenneth Arnold en 1947, jusqu'à nos jours, des milliers d'observations de soucoupes volantes ont eu lieu partout dans le monde, aussi bien parmi les civils que chez les militaires. Pourtant, pas un seul de ces fameux objets n'a jamais donné lieu jusqu'ici à une observation véritablement convaincante et incontestable. Mais déjà s'annonce une nouvelle mutation pour l'extraterrestre. Depuis quelques années, la guerre froide recule et de nouvelles donnes apparaissent. Résultat, l'envahisseur belliqueux s'estompe à son tour. Bien entendu, il peut encore surgir des monstres redoutables, mais ils ne sont pas intelligents. En fait, à partir des années 80, des films comme Rencontre du troisième type ou encore E.T. ont fait émerger le nouveau visage de l'extraterrestre. Un être certes très supérieur à l'homme, mais qui ne fait plus peur. Pourquoi ? Parce qu'il est profondément bon, porteur d'un message de paix parmi les étoiles. Le phénomène OVNI semble marquer le pas dans le monde. Ce au moment où les scientifiques créent ces nouvelles disciplines que sont la chasse aux planètes et l'étude de la biologie extraterrestre, l'exobiologie. Ils admettent désormais, ouvertement, que la vie est un phénomène universel et qu'elle s'est très probablement développée ailleurs sur d'autres mondes. Mais d'autres chercheurs sont également persuadés que l'on peut établir un contact par radio avec des civilisations lointaines. C'est en particulier la thèse que développe Carl Sagan dans son livre testament Contact. Certes, l'extraterrestre n'est désormais plus visible, mais pour la première fois, on peut espérer communiquer avec lui. Un tout nouveau chapitre de l'histoire de l'extraterrestre est donc sur le point de s'ouvrir. Oui, aujourd'hui la science prend le relais de la science-fiction. Mais avant de nous demander s'il pourrait exister une vie intelligente ailleurs, posons-nous d'abord la question de la vie elle-même. De quoi s'agit-il ? Et pour cela, nous disposons d'un atout extraordinaire, celui de pouvoir revenir à ce qui s'est produit sur Terre il y a presque 4 milliards d'années. Comment la vie, ce phénomène si mystérieux, a-t-elle donc fait son apparition ? Selon les scientifiques, 3 hypothèses se côtoient. Première possibilité, la vie serait apparue il y a 3,8 milliards d'années dans l'atmosphère primitive de la Terre, brassée, ballottée, électrifiée par les orages perpétuels de l'époque. Il y a 4 milliards d'années, le paysage terrestre était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, la Lune était au moins 6 fois plus proche qu'elle ne l'est de nos jours, et les marées étaient 30 fois plus puissantes. À cette époque lointaine, une pleine journée ne durait qu'une dizaine d'heures à peine. Les océans recouvrent alors une grande partie du globe terrestre. L'air est irrespirable, gaz carbonique, méthane, ammoniac. Et il fait très chaud, plus de 100 degrés la nuit. Presque toutes les heures, une énorme météorite s'abat dans l'océan, projetant des vagues immenses vers les nuages couleur de soufre. On a bien du mal à imaginer
que la vie ait pu se développer dans un tel enfer. Un monde dont les conditions, très proches de celles qui règnent aujourd'hui sur Vénus, paraissent totalement hostiles. Et pourtant, à cette époque, il se passe quelque chose. La matière inanimée se transforme en matière vivante. Première hypothèse, la vie est apparue dans l'atmosphère, à la suite du bombardement intense de l'atmosphère primitive par le rayonnement du jeune soleil et les orages monstrueux qui se déchaînaient à cette époque. Les premiers acides aminés, c'est-à-dire les premières molécules de la vie, seraient apparus sur la Terre des premiers âges, comme elles sont apparues dans l'expérience de Miller. Ce biochimiste qui, en 1953, a reconstitué dans un ballon de verre l'atmosphère qui, selon lui, devait régner sur la Terre il y a 3,8 milliards d'années. En excitant cette atmosphère de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau avec des décharges électriques simulant les orages primitifs, il a constaté qu'au bout de quelques jours seulement, des acides aminés avaient été créés. Ce n'était pas encore la vie, mais les matériaux nécessaires pour la construire. Cette expérience a eu lieu en 1953. Aujourd'hui, on sait que Miller s'est trompé. À la place du méthane, il aurait dû mettre du gaz carbonique. C'est cela qu'on trouvait sur Terre il y a 3,8 milliards d'années. Mais ce qui est important dans cette expérience, c'est que même si le dosage des gaz n'était pas le bon, elle a montré de manière irréfutable qu'un apport d'énergie électrique suffit à transformer un mélange gazeux inorganique en matière presque vivante. Découvrons à présent la deuxième hypothèse proposée par les scientifiques. La vie serait peut-être apparue au fond des océans, près de ces sources chaudes qu'on appelle aujourd'hui les fumeurs noirs. Il y a 3,8 milliards d'années, les fonds sous-marins étaient le théâtre d'une activité volcanique intense. Le milieu sous-marin, encore en formation, était parcouru de quantités de failles. Or, l'eau de mer s'engouffrait dans ces failles pour pénétrer en profondeur dans la croûte océanique. Lorsqu'elle entrait en contact avec le magma, très chaud, l'eau se réchauffait brusquement pour se charger en éléments chimiques au contact des roches en fusion. Par effet de thermosiphon, l'eau chauffée, transformée en dioxyde de carbone, était alors violemment expulsée vers la surface. Le mélange du dioxyde de carbone avec l'eau de mer, plus froide, provoquait alors la précipitation des éléments chimiques sous la forme d'acides aminés, première brique de la vie. Cela a été confirmé par la découverte de sources hydrothermales à plus de 3000 mètres de profondeur et qui rejettent du dioxyde de carbone dans l'eau à 350 degrés. La vie s'y développe dans des conditions invraisemblables. Et dès lors, ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux a très bien pu se produire dans le lointain passé. Les premières molécules organiques ont peut-être ensemencé les océans primitifs à partir des premières sources sous-marines où elles ont été fabriquées. Alors, après avoir cherché la vie d'abord dans l'atmosphère primitive, puis au fond des mers, reste une dernière source, celle de l'espace. C'est la troisième hypothèse, celle que les scientifiques appellent la panspermie, théorie selon laquelle les premiers organismes vivants sur Terre se sont peut-être formés à partir des molécules organiques provenant de nuages interstellaires. La vie pourrait-elle trouver son origine pas seulement sur Terre, mais également dans l'espace? Cette hypothèse semble de plus en plus venir compléter les deux autres. Si tel est le cas, comment des molécules organiques sont-elles parvenues jusque sur la Terre? Eh bien aujourd'hui, on pense qu'elles ont fait leur voyage grâce à des comètes. Ce sont elles qui les ont transportées dans l'atmosphère de l'époque. Il y a 4 milliards d'années, une énorme quantité de comètes, dont la taille variait entre 5 et 500 km, se sont abattues en masse sur la Terre. Les molécules qu'elles contenaient se sont ensuite dissoutes dans l'eau, puis ont réagi chimiquement entre elles en donnant des composés de plus en plus complexes qui allaient inéluctablement conduire à l'apparition de la vie. Dès lors, l'essentiel de la matière organique de la Terre primitive serait venu de l'espace. D'abord, comme nous venons de le voir, avec les comètes, puis un peu plus tard, à travers une pluie continue de petites météorites. Minuscules, quelques centaines de microns seulement, leur apport a été énorme. Aujourd'hui encore, on estime que plusieurs tonnes de ces grains interplanétaires tombent chaque jour sur Terre, soit du carbone, du phosphore, des acides aminés indispensables à la vie. En somme, la vie sur Terre aurait peut-être 3 origines.
Elle aurait pu naître en même temps dans l'atmosphère primitive, au fond des océans et dans l'espace. Et si elle est bien tombée du ciel et des immenses nuages interstellaires qui peuplent les galaxies, alors rien n'interdit de penser que ce qui s'est produit sur la Terre il y a près de 4 milliards d'années s'inscrit dans un scénario bien plus vaste et que la même aventure a pu avoir lieu ailleurs, sur une multitude d'autres mondes. C'est toute la question. Que penser de ces 3 hypothèses? Pour tenter, à la lumière des découvertes récentes, de lever un coin de voile sur les origines de la vie sur Terre, nous recevons maintenant François Rollin, exobiologiste de renom. François Rollin, bonsoir. Vous êtes professeur d'exobiologie à l'université Paris 12, directeur du laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques. Alors, professeur, que savons-nous aujourd'hui des origines de la vie sur Terre et quelles hypothèses pouvons-nous retenir? Bien, la réponse que les scientifiques donnent aujourd'hui, c'est que la vie est née d'une longue évolution, une évolution chimique, grâce à la rencontre de la matière carbonée et de l'eau liquide. Cette rencontre, elle a eu lieu il y a 4 milliards d'années. Les traces qui nous restent aujourd'hui sont très ténues. Il est difficile d'avoir des traces directes de ce qui s'est passé sur Terre à cette époque-là. Quelle que soit la façon dont on voit les choses, même si l'hypothèse atmosphérique aujourd'hui est sans doute peu probable, le résultat de tout ça, c'est de la matière carbonée, de l'eau liquide et suffisamment de temps pour que les deux évoluent ensemble et donnent naissance aux briques du vivant, puis aux molécules géantes qui constituent les êtres vivants. Bonsoir Vincent, Bonsoir. Je souhaiterais savoir comment vous avez aujourd'hui connaissance de la composition de l'atmosphère primitive à l'époque. C'est une question difficile parce que nous n'avons aucune trace directe de ce qui s'est passé sur Terre il y a 4 milliards d'années. Donc nous sommes obligés d'opérer par analogie. On compare les planètes entre elles, les planètes Mars, Vénus, la Terre, qui ont des propriétés assez analogues. Et cette comparaison conduit à penser qu'il y avait dans l'atmosphère primitive ce que l'on trouve dans l'atmosphère des 2 autres planètes telluriques qui sont Mars et Vénus. Et l'élément principal de ces 2 autres planètes dans leur atmosphère, c'est le gaz carbonique. Bonjour, je m'appelle Laurence. Je voudrais savoir si de la matière extraterrestre continue d'arriver sur Terre. Est-ce que ça peut être dangereux pour nous? Ça serait dangereux pour nous si c'est une grosse météorite que nous recevons sur la tête. Fort heureusement, ça arrive très rarement. En revanche, nous recevons régulièrement des quantités importantes de météorites, mais ce sont surtout des micrométéorites, des particules très petites qui font quelques millièmes de millimètres de dimension. Il en tombe à peu près 40 000 tonnes par an. 40 000 tonnes par an, c'est une somme, c'est une masse importante, hein, de l'ordre de 100 tonnes par jour. Cette matière, elle n'est pas dangereuse. Cette matière, elle est du même type que ce que l'on peut former sur Terre en faisant des expériences en laboratoire. S'il y a trop d'acide cyanhydrique dedans, il vaut mieux pas la manger. Mais mis à part ça, non, il n'y a pas de danger particulier. Ce qu'il faut aussi bien voir, c'est qu'il y a 4 milliards d'années, au moment où la vie est apparue sur Terre, eh bien, on pense que les apports météoritiques, y compris de ces micrométéorites, étaient sans doute 1000 fois à 10 000 fois plus importants. Alors, imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire des millions de tonnes descendant sur la surface de la Terre et apportant tout ce qu'il faut, effectivement, pour y faire la vie. Et ça a dû contribuer fortement à cette chimie dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci François Rollin, on se retrouve donc tout à l'heure. En attendant, poursuivons notre enquête sur la vie terrestre afin de mieux préparer notre quête sur la vie ailleurs. Car depuis son apparition sous la forme d'une fragile prokaryote, cellule sans noyau, il y a 3,8 milliards d'années, la vie a évolué de manière étonnante, jusqu'à engendrer de nos jours environ 100 millions d'espèces vivantes, peut-être même plus. Impossible de le savoir vraiment. Mais pourquoi ? Eh bien parce que le nombre des espèces restantes à découvrir est absolument vertigineux. Ainsi, on connaîtrait environ 95% des vertébrés, mais seulement 10% des insectes et à peine 1% des bactéries et des virus. Pour y voir plus clair, nous vous proposons de représenter cette extraordinaire diversité sur une pyramide, que nous appellerons la pyramide du vivant. Elle figure de façon schématique l'évolution des espèces, depuis les formes les plus élémentaires jusqu'aux plus complexes, depuis les bactéries jusqu'à l'homme. Qu'y a-t-il de commun entre cet éléphant et ce minuscule ver de terre? Entre cette pieuvre des profondeurs et ce fragile papillon de mai? Et peut-on dire que cet immense séquoia qui frôle les 100 mètres
ressemble de quelque façon à cette algue rose qui prospère à 4000 mètres de profondeur. Regardez ces insectes. Leurs carapaces n'évoquent-elles pas des créatures d'un autre monde? Et que dire de ce poisson luminescent des grandes profondeurs? Ne fait-il pas songer de manière irrésistible à un monstre venu de l'espace? Et pourtant, tout cela existe sur la Terre. Voici donc notre pyramide du vivant. Elle est le résultat d'une succession de hasards qui, au bout de plusieurs milliards d'années, a fini par créer l'homme. Le plus stupéfiant, c'est que 99% des espèces ont aujourd'hui disparu. Échec de l'évolution, non, car tout semble se passer comme si le grand laboratoire de la vie faisait continuellement de nouvelles expériences, au hasard, sans compter, mais avec un objectif bien précis, régi par les lois de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Aller vers le plus efficace et permettre l'apparition d'une espèce dominante et, à travers elle, de l'intelligence. Tout en bas, à la base, il y a les organismes les plus simples, les prokaryotes. Ils sont apparus tout au début, il y a 3,8 milliards d'années. Ce sont des êtres formés d'une seule cellule, sans noyau. Comme les bactéries, ils ne sont pas conscients, ils sont à peine vivants, mais déjà un gouffre les sépare de la matière inerte. Ils sont capables de se nourrir et de se reproduire. C'est ce qu'on appelle le tropisme. Juste au-dessus, voici d'autres monocellulaires, mais grand progrès, leur ADN reproductif est protégé à l'intérieur d'un noyau. Encore au-dessus, voici les champignons, les premiers multicellulaires. En nous élevant dans la pyramide du vivant, nous rencontrons maintenant l'immense règne végétal. Là non plus, il n'y a pas de conscience, pas de réflexe, pas de réaction immédiate aux stimuli extérieurs. Mais poursuivons notre voyage vers le sommet de la pyramide. Au-dessus du règne végétal, voici maintenant le monde animal. Nous quittons le monde du tropisme pour entrer dans celui de l'instinct de survie, caractérisé par la possibilité de faire des choix élémentaires et de se protéger contre l'environnement. On y trouve des organismes très simples, comme des vers marins ou terrestres. Puis au-dessus, les arthropodes. On entre dans la conscience élémentaire. Les crustacés, les arachnides et surtout les insectes ont déjà des comportements sociaux. Leur système nerveux central, sorte de cerveau primitif, est déjà suffisamment évolué pour leur permettre des choix multiples. Ils étaient les maîtres du monde il y a 500 millions d'années. Juste au-dessus, toujours dans la conscience élémentaire, voici maintenant les poissons, les amphibiens, puis les reptiles. Certains lézards est plus évolué qu'un scarabée, mais on ne lui prête toujours pas d'émotion, même si ses proches cousins, les dinosaures, ont régné sur la Terre pendant près de 165 millions d'années. Toujours en montant vers le haut de la pyramide, voici les oiseaux et le règne de la conscience supérieure et des premières émotions. Certains d'entre eux, comme la corneille ou le perroquet, sont particulièrement intelligents et rapportés à la taille de leur organisme, le volume de leur cerveau est déjà très important. Et presque au sommet, voici le monde des mammifères. À la conscience s'ajoute maintenant une forme d'intelligence. Le cerveau est beaucoup plus gros par rapport au corps. Un lapin, une vache ou une girafe sont désormais capables de mémoire, peuvent apprendre et sont donc en mesure d'analyser simplement leur environnement. Et enfin, seul au sommet, à la pointe de la pyramide, il y a l'homme, le plus évolué de tous les êtres vivants sur Terre. C'est l'aboutissement de la grande aventure d'un incroyable hasard qui a conduit à la conscience et à l'intelligence. On s'en souvient, selon Darwin, le père de l'évolution naturelle des espèces, celle-ci résulte d'un très long processus qui repose lui-même sur des lois physiques, bien sûr, mais aussi sur les contraintes de l'environnement et du hasard. Eh bien oui, Igor, et le hasard peut prendre différents visages. On pense par exemple qu'il y a 65 millions d'années, une météorite de grande taille s'est abattue sur la Terre et a probablement causé la disparition des dinosaures. Si elle avait évité la Terre, les dinosaures auraient tranquillement continué à prospérer pendant des centaines de millions d'années. Et bien sûr, ils auraient alors évolué. Dans ce cas, c'est toute la pyramide de l'évolution qui aurait été modifiée. N'oublions pas que les dinosaures régnaient sur la Terre depuis 160 millions d'années. Ils représentaient l'espèce dominante. Et certains d'entre eux, comme les raptors, étaient très intelligents.
Ils étaient dotés d'un double cerveau, assez développé, et capables de communiquer par ultrasons. Ils se tenaient debout et semblaient pratiquer la chasse en bande. Sans la catastrophe qui a mis fin à leur règne, les reptiles auraient peut-être continué à dominer les autres espèces. Selon les simples lois de l'évolution, les mammifères seraient restés en bas de la pyramide. Et aujourd'hui, tout au sommet, il n'y aurait pas l'homme, mais très probablement une autre créature, aussi intelligente que lui, peut-être davantage, un être issu de l'évolution des reptiles de l'ère secondaire. Nous venons de voir que plusieurs milliards d'espèces se sont succédées sur Terre depuis l'apparition de la vie. Certaines d'entre elles auraient pu évoluer vers l'intelligence. Ce qui est frappant, c'est que malgré leur diversité, toutes les formes de vie terrestres reposent bien sur des structures communes. Oui, Igor, de manière étonnante, elles possèdent toutes les mêmes proportions d'atomes. Qu'il s'agisse du papillon, de la baleine ou de l'homme, on trouve toujours 62% d'hydrogène, 27% d'oxygène, 8% de carbone, 2% d'azote et juste ce qu'il faut de phosphore, de soufre, de fer, de calcium et de magnésium. Même s'il n'est pas le plus abondant, de tous ces atomes, le plus important, c'est le carbone. C'est lui qui relie entre eux tous les autres composants nécessaires aux vivants. L'hydrogène, l'oxygène et tous les autres. Et surtout, le carbone représente le matériau de base de l'ADN. Tous les êtres vivants reposent sans exception sur un brin d'ADN. L'ADN, c'est un peu comme un grand livre d'instructions génétiques écrit avec 4 lettres. C'est l'alphabet du vivant. Et le plus extraordinaire, c'est qu'à partir de ces mêmes lettres, le livre d'instructions est complètement réécrit, de manière totalement originale, pour chaque individu de l'espèce. Par exemple, on estime aujourd'hui que 81 milliards d'hommes se sont succédés sur notre planète depuis l'apparition de l'espèce humaine. Jacques Arnoux, bonsoir. Alors vous êtes à la fois un ecclésiastique, vous êtes en exercice, mais vous êtes également un chercheur au Centre national d'études spatiales. Jacques Arnoux, est-ce que l'homme va continuer à évoluer? Bien sûr qu'il évoluera. Il n'y a pas d'espèce vivante qui ne cesse d'évoluer. Si elle n'évolue plus, en fait, elle est morte. Elle meurt, elle est morte. Et l'espèce humaine a déjà évolué et continuera à évoluer comme toutes les autres espèces vivantes. Il y a quand même une chose qui pose question. C'est que nous ne sommes pas tout à fait semblables aux autres. Nous sommes faits, comme les autres êtres vivants, de biologie. Nous sommes des êtres naturels, mais on est aussi des êtres de culture. Qui dit culture, c'est pas seulement le ministère de la Culture, hein, c'est la technique, la technologie, la science, notre capacité à faire des choix et les mettre en œuvre. Alors, quelle va être la part de la culture et donc de l'évolution culturelle, si je puis dire, par rapport à l'évolution naturelle? Aujourd'hui, avec nos techniques, non seulement on peut faire une sélection, on peut faire une sélection au sein de l'espèce humaine comme on fait au sein d'une espèce bovine, mais on pourrait aussi appliquer ce que l'on sait appliquer chez justement nos animaux domestiques, du génie génétique, du clonage, et ça aussi aurait une conséquence sur l'évolution de l'espèce humaine. Mais là, vous voyez, on passe de la science à la philosophie ou à l'éthique. Je crois que là, on rentre dans un domaine qui n'est plus celui de la seule science, mais celui de la responsabilité. Et la responsabilité, elle aussi, appartient à la culture. Merci Jacques Arnoux, on se retrouve donc tout à l'heure. Ici se pose une question. Aussi loin que l'on observe l'univers, on constate que les lois physiques sont partout les mêmes. Et surtout, que le carbone est présent partout. Bien sûr, d'une planète à l'autre, les conditions peuvent varier, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici même, sur la Terre, la vie a pu s'adapter aux conditions les plus extrêmes, les plus impossibles. Il y a environ une trentaine d'années, on a découvert que la vie pouvait aller beaucoup plus loin qu'on ne l'aurait jamais cru. Les microbes, par exemple, sont presque partout sur Terre, y compris dans les milieux les plus invraisemblables. Depuis les calottes polaires jusqu'aux sources hydrothermales sous-marines, dans les déserts, dans des lacs hypersalins, dans des eaux acides, à l'intérieur de la croûte terrestre, aucun milieu ne semble interdire la prolifération de la vie. Ces organismes à la limite du vivant, on les a appelés des extrémophiles. Comment font-ils pour prospérer là où la vie est si difficilement concevable? Il existe par exemple une petite bête, le tardigrade, une sorte de petite araignée qui vit dans les mousses au-dessus des toits. Or,
si l'on dessèche le tardigrade à l'aide d'une pompe à vide, jusqu'à le transformer en poussière si on le plonge à 270 degrés en dessous de zéro et qu'après 2 mois on le dépose sur une feuille de papier buvard humide, il se regonfle, agite ses pattes et recommence à vivre normalement. Bref, tout cela montre que la vie peut s'adapter aux conditions les plus invraisemblables. Regardez, à 3000 mètres de profondeur, là où la lumière du soleil ne peut pas pénétrer, tout près de ces fumeurs noires, sources volcaniques jaillissant du fond marin à 350 degrés, il y a bien autre chose que des bactéries. Il y a tout un écosystème, une faune étrange où l'on trouve des créatures qui pourraient inspirer bien des auteurs de science-fiction. 350 degrés et une pression 200 fois plus élevée, telles sont exactement les conditions qui règnent à la surface de Vénus et probablement sur de nombreuses autres planètes. En fait, la découverte de ces nouvelles limites de la vie sur Terre a permis d'aborder la question de la biologie extraterrestre de façon totalement différente. Si les extrémophiles parviennent à vivre dans des conditions infernales sur notre globe, alors ils pourraient vivre de la même manière sur Mars, sur Titan, sur Europe ou n'importe où ailleurs. Ainsi, sur notre propre planète, 2 formes de vie ont évolué. L'une en surface, pour qui le soleil est vital, c'est la photosynthèse. L'autre dans les profondeurs des océans et pour lesquelles notre étoile n'a aucune importance, c'est la chimiosynthèse. Cela veut dire simplement que la vie est peut-être un phénomène inéluctable, qui se propage, même en milieu extrême, ce qui renforce l'hypothèse selon laquelle on doit s'attendre à trouver de la vie au moins sous une forme microbienne dans des lieux aussi hostiles en apparence que certaines planètes ou satellites de notre système solaire, et bien entendu, au-delà, sur d'autres planètes, gravitant autour d'autres soleils que le nôtre. Eh bien voilà des questions passionnantes, à propos desquelles nous allons maintenant retrouver François Rollin. Bonsoir Vincent, je souhaiterais savoir si un extrémophile c'est toujours petit. Tous les extrémophiles que nous connaissons sont toujours petits, sauf peut-être des cas un peu particuliers d'insectes qui sont capables de résister à des taux de radiation importants et qu'on peut à la limite appeler des extrémophiles. Mais mis à part cet exemple, ce sont effectivement des micro-organismes, des bactéries. Bonjour Olivier, je voudrais savoir si les extrémophiles sont aussi basés sur l'ARN et l'ADN. Tous les systèmes vivants terrestres sont basés sur ces mêmes molécules, que ce soit des extrémophiles, que ce soit des systèmes macroscopiques, ou que ce soit le nec plus ultra de ce qu'est le système vivant, enfin de ce que nous considérons comme étant le nec plus ultra du système vivant terrestre, à savoir l'homme. Et là on se trompe peut-être d'ailleurs, mais ceci est un autre débat. Stéphane Gaplier, oui. Est-ce qu'il y a des endroits sur Terre où on ne trouve même pas d'extrémophiles ? Où que l'on fouille, y compris dans les déserts, on ne trouvera pas de plantes, on ne trouvera pas d'animaux, on ne trouvera pas d'insectes. Mais dès qu'on commence à creuser un peu le sol, pas très profond, quelques dizaines de centimètres, on va trouver des micro-organismes. La vie est partout sur Terre, dans l'atmosphère, jusqu'à très haute altitude, dans le sol, en profondeur, puisqu'il y a des systèmes vivants qui vivent jusqu'à 3 km en sous-sol. La vie est partout, la biosphère est extrêmement large. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que nous connaissons sur Terre des endroits parfaitement vierges de toute vie, dans la mesure où les micro-organismes ils sont transportés par l'air et ils vont se retrouver très rapidement sur les îles, par exemple, naissantes. Il y a des sites qui sont intéressants en termes de conditions arides en particulier, tels que Yungay, tels que le désert d'Atacama, tels que les zones désertiques antarctiques. Pourquoi justement ces zones extrêmes sont-elles si importantes ? Bien, ces zones extrêmes, elles sont très importantes pour les exobiologistes parce qu'elles donnent des analogues d'environnement extraterrestre. Lorsque l'on va étudier Mars en particulier, il est bien évident qu'il faut tester nos instrumentations de recherche de vie sur Mars et il faut les tester dans des conditions qui soient les plus proches possibles de l'environnement martien. La meilleure façon de faire ces tests, avant d'aller sur Mars, c'est d'aller dans ces déserts, d'étudier les micro-organismes qui s'y trouvent, d'étudier la matière organique qui s'y trouve, de tester l'instrumentation d'analyse, des instrumentations complexes d'analyse qui seront lancées dans les missions spatiales dans les années qui suivront. Merci François Rollin, on se retrouve donc un peu plus tard.
Vous avez bien compris l'importance de l'étude des extrémophiles pour envisager une forme de vie ailleurs. Je vous propose maintenant de quitter notre planète et d'entamer un fabuleux voyage à la recherche de la vie ailleurs, sous toutes ses formes possibles. Commençons par les planètes de notre système solaire qui ont eu ou qui ont encore des atmosphères suffisamment denses. Mais est-ce pour autant synonyme de la vie? Une forme d'atmosphère, on en trouve par exemple autour des 4 planètes géantes de notre système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ce ne sont pas des mondes solides, seulement d'énormes boules de gaz renfermant en leur centre, comme on le pense de plus en plus, un minuscule noyau solide à 50 000 km de profondeur. Il est donc logique de penser que la vie a peu de chances d'apparaître sur de tels mondes. Cela n'a pas empêché certains de rêver. Carl Sagan, par exemple, pour lequel une forme de vie pourrait exister dans les couches nuageuses de ces géantes. En effet, entre l'espace glacial qui entoure ces planètes situées à plus d'1 milliard de kilomètres du Soleil et leur centre brûlant à plusieurs milliers de degrés, il y a une zone tempérée. Selon certains, une forme de vie atmosphérique pourrait y exister. Voici ce qui pourrait se passer par exemple sur Jupiter, où des créatures semblables à de minuscules méduses pourraient respirer de l'hydrogène et se nourrir de matière organique en suspension dans l'épaisse couche nuageuse. À présent, faisons un saut jusqu'à Vénus, toute proche du Soleil. Une journée vénusienne dure 243 jours terrestres. L'atmosphère est ici extrêmement dense, irrespirable pour nous. La pression au sol est 90 fois plus dense que sur Terre. Et au cœur des tempêtes de gaz carbonique qui en altitude soufflent à 400 km/h, il pleut de l'acide sulfurique. À la surface, une chaleur infernale, 500 degrés. Le module Vénus Express sera lancé par l'ESA en mars 2005 et permettra une analyse plus précise de la composition de son atmosphère. Cette mission ne pourra toutefois pas encore confirmer la présence d'organismes vivants dans les nuages de cette planète. Pour finir, voici maintenant Mars, à 200 millions de kilomètres du Soleil. Un désert rougeâtre semé de cailloux par moins 40 degrés. L'atmosphère est aujourd'hui presque inexistante. Ainsi, elle laisse passer les ultraviolets très dangereux pour tout être vivant. Selon les scientifiques, l'eau y coulait autrefois en abondance et il y a de fortes chances pour que l'atmosphère de Mars ait un jour été plus importante et les conditions climatiques plus clémentes. La vie aurait très bien pu y apparaître il y a presque 4 milliards d'années, en même temps que sur la Terre. En 2004, a eu lieu une fantastique découverte. Il reste aujourd'hui de l'eau sur Mars. De la glace, bien entendu, mais probablement aussi de l'eau liquide, en profondeur. Il pourrait alors subsister une forme de vie rudimentaire, peut-être des bactéries, semblables à celles qui peuplaient la Terre il y a environ 900 millions d'années. Il est encore impossible de l'affirmer, mais en ce moment même, en attendant la prochaine mission de la NASA en août 2005, 2 robots-sondes, Spirit et Opportunity, continuent de fouiller méthodiquement le sable martien à la recherche de tous les indices possibles. Ainsi, de toutes les planètes du système solaire, hormis la Terre, Mars semble être celle où la vie a eu le plus de chances d'apparaître. C'est une des raisons pour laquelle les scientifiques consacrent autant de moyens à l'exploration et à la recherche de traces de vie sur la planète rouge. Pourtant, ce n'est pas le seul endroit du système solaire qui intrigue les chercheurs, et leurs espoirs se sont tournés vers 2 mondes étranges, bien éloignés de Mars. En fait, il s'agit de lunes gravitant autour des planètes géantes. Dans tout le système solaire, il y en a 2 dont les conditions naturelles sont si riches que peut-être, selon les biologistes, une forme de vie rudimentaire a pu y apparaître. La première, c'est Europe, satellite de Jupiter. Un petit monde glacé, 150 degrés au-dessous de zéro, perdu dans les ténèbres à 780 millions de kilomètres de la Terre. En 1999, la sonde Galileo découvre que le sol est constitué par une énorme couche de glace, sous laquelle il pourrait y avoir de l'eau salée, un véritable océan. Et le fond de cet océan pourrait être parsemé de cheminées volcaniques. Dès lors, une forme de vie constituée de bactéries pourrait se développer autour de ces oasis, où la température est plus clémente, proche de celle que nous connaissons dans nos propres océans.
Alors, posons-nous la question. Puisqu'au fond des océans terrestres, près des sources chaudes, des organismes de grande taille se sont développés sans la lumière du soleil, alors, pourquoi pas sur Europe? Mais il n'y a pas qu'Europe. Le 25 décembre 2004, s'est produit un événement des plus importants pour la recherche de la vie ailleurs, en tout cas dans le système solaire. Ce jour-là, une petite sonde baptisée Huygens s'est détachée du vaisseau Cassini en orbite autour de Saturne. Cassini a été lancé par l'ESA et la NASA en octobre 97. 7 années d'un long voyage pour couvrir plus d'1 milliard de kilomètres en direction de Saturne. Le but de la sonde Huygens, c'est d'explorer le principal satellite de Saturne sur lequel elle se posera le 14 janvier prochain. Le voici. Il s'appelle Titan. Titan n'est pas une lune comme les autres. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule de tout le système solaire à posséder une atmosphère, composée, selon les dernières données de Cassini, non plus à 90% d'azote, comme on le pensait, mais à 98%. Et si des créatures existent à la surface, alors elles devraient respirer de l'azote au lieu de respirer de l'oxygène. Titan serait ainsi le berceau d'une forme de vie profondément autre, beaucoup plus instable et rudimentaire, mais possible. Va-t-on découvrir dans quelques jours de telles créatures sur Titan? Seront-elles, au contraire, différentes? Ou la vie sera-t-elle absente de ce monde? Peut-être un début de réponse à partir du 14 janvier 2005. Oui, mais en attendant, restons encore quelques instants sur Titan. Professeur Rollin, vous êtes l'un des biologistes qui connaît le mieux ce satellite. Alors quel intérêt ont les scientifiques aujourd'hui à aller voir ce qui se passe sur ce monde? Aller voir Titan aujourd'hui, eh bien, c'est aller voir ce qu'on ne peut pas voir sur Terre. La Terre, il y a 4 milliards d'années, sur certains aspects. Et donc, c'est un peu aller voir une Terre mise au réfrigérateur et qui se découvre soudain aux scientifiques. Il y a une autre façon aussi d'étudier Titan, hein, c'est de simuler en laboratoire, un peu comme la Fémilaire, mais avec une connaissance plus précise de ce qu'est l'atmosphère, simuler les processus qui se déroulent dans l'atmosphère de Titan. C'est ce qui se fait dans quelques laboratoires dans le monde, et dans mon laboratoire en particulier, avec Patrice Coll et Julie Nguyen, où nous étudions, avec un réacteur que vous allez voir, nous simulons les processus qui se déroulent en envoyant un mélange gazeux qui est l'atmosphère de Titan, de l'azote avec un peu de méthane, une source d'énergie, qui sont les électrons que l'on trouve dans l'environnement de Titan. Et cette simulation, en quelques heures, arrive à produire les composés que l'on a déjà détectés dans l'atmosphère de Titan, plus beaucoup d'autres que Huygens devrait détecter dans quelques jours. Nous fabriquons aussi dans cette même expérience des composés solides, et nous pensons que ce sont les analogues des aérosols qui masquent la surface de Titan, qui sont présents dans l'atmosphère, et dont là aussi Huygens nous donnera enfin la première analyse. Nous saurons enfin, grâce à Huygens, si nos modèles sont bons. Bonjour, je m'appelle Jérôme et je voudrais savoir s'il y a de la vie sur Mars. Ah, s'il y a de la vie sur Mars, ça c'est une question qui est la grande question des exobiologistes. Maintenant, c'est tout à fait possible. Nous n'en avons aucune indication pour l'instant, mais c'est tout à fait possible. Et s'il y a eu de la vie sur Mars, ou s'il y a encore de la vie sur Mars, on peut se demander effectivement si cette vie n'a pas été transportée de Mars jusqu'à Terre. Donc nous serions peut-être, d'après cette hypothèse, on revient à ce qu'on appelait tout à l'heure la panspermie, nous serions peut-être des Martiens, mais des Martiens qui ont sacrément évolué au cours de 3-4 milliards d'années. Voilà, je voulais vous demander votre conviction à vous sur la vie dans l'univers. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? La vie dans l'univers, la vie microscopique, je suis convaincu qu'elle existe, et sans doute qu'elle existe ou qu'elle a existé dans le système solaire sur certains endroits comme Mars. Maintenant, passer de la vie microscopique à la vie macroscopique et intelligente, il y a un fossé gigantesque. Sur Terre, l'évolution a pris à peu près 3 milliards d'années, plus de 3 milliards d'années, pour arriver à une vie intelligente. Est-ce que ces processus sont pu se produire ailleurs? Je ne peux pas répondre à cette question parce que nous n'avons pas assez de données suffisantes pour faire cette extrapolation. C'est plus une conviction. Personnellement, j'espère que c'est le cas. J'espère qu'il y a une vie intelligente ailleurs, parce que sinon,
Il me semble que le cosmos serait un cosmos vide pour nous et relativement triste. Donc j'espère qu'un jour nous aurons effectivement une réponse ou un signal détecté par exemple par l'approche SETI. Merci François Rollin. Rendez-vous donc dans seulement quelques jours, le 14 janvier, pour l'arrivée sur Titan de la sonde Huygens. Pour l'instant, récapitulons. Même si la vie a pu apparaître, ici ou là, dans le système solaire, peut-être sur Mars ou sur Titan, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas pu se développer en dehors de la Terre. Allons plus loin. Que se passe-t-il au-delà de notre système solaire? Est-ce que là-bas, dans le grand univers, bien plus loin que Pluton, une forme de vie pourrait exister? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de découvrir dans la suite de notre grand rendez-vous. En n'oubliant jamais que pour qu'il y ait de la vie quelque part dans le cosmos, il faut naturellement qu'il y ait un soleil et des planètes. Et c'est pourquoi, Igor, je propose maintenant que nous quittions notre système solaire et que nous plongions dans notre galaxie à la recherche de ces autres planètes. Depuis quelques années, ces nouveaux explorateurs que sont les chasseurs de planètes en ont déjà découvert plus d'une centaine, avec bien sûr ce rêve secret, trouver un jour un monde ressemblant à la Terre. La chasse à une nouvelle planète Terre est lancée et pourrait bien donner des résultats d'ici peu, car l'observation de nos plus proches voisines nous a livré de précieuses informations. Dans 11 systèmes solaires complets comme le nôtre, on en a découvert plusieurs solides comme la nôtre. Ce sont des planètes telluriques. Autre information, ce qui trahit la présence de planètes telluriques dans un système solaire, c'est ce disque de matière résiduelle tout à fait visible, beaucoup plus visible même que les planètes. Donc chercher des planètes, et même très probablement de très petites planètes de la taille de la Terre, revient à chercher des étoiles entourées d'un disque de matière. Or, ces étoiles-là, on les connaît. Elles représentent environ 25% des étoiles qu'on a observées dans notre galaxie, soit au moins 1 milliard de planètes de type terrestre. Il y a encore quelques années, personne, aucun astronome, n'avait encore jamais observé une autre planète en dehors de celle de notre système solaire, et il était donc impossible d'en évaluer le nombre. Or, en 1995, tout bascule. Les astronomes Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève, en Suisse, font cette année-là une découverte fantastique à l'Observatoire de Haute-Provence, une exoplanète gazeuse. L'exploit est de taille car cette étoile se trouve à 48 années-lumière de la Terre, 400 000 milliards de kilomètres, une distance colossale. Le 2 février 2004 a lieu une nouvelle découverte extraordinaire. Pour la première fois, une équipe française dirigée par Alfred Vidal-Madjar détecte, grâce au télescope spatial Hubble, de l'oxygène et du carbone dans l'atmosphère de la planète qu'il a baptisée Osiris. C'est une géante gazeuse située autour d'un soleil, l'étoile HD 209-458, à 150 années-lumière de la Terre. La planète Osiris est très proche de son soleil, 7 millions de kilomètres à peine. Résultat, elle fond comme neige au soleil. Et on pense qu'elle perdra ainsi au cours de sa vie presque 1/10 de sa masse. Prochaine étape, découvrir de manière certaine une planète solide de la même masse que la Terre. Dans ce but, plusieurs programmes existent déjà, parmi lesquels, à l'Institut d'astrophysique de Paris, le réseau Planète, dirigé par Jean-Philippe Beaulieu. Autre projet 100% français, le satellite COROT, qui sera mis en orbite par le CNES en 2006. Ce sera également la mission du Kepler Observatory de la NASA, prévue, elle, en 2007. Jusqu'où pourra-t-on aller? Est-il raisonnable de penser qu'on pourrait découvrir un jour une planète semblable à la Terre? Pour répondre, nous allons maintenant recevoir l'un de ces chasseurs de planètes, déjà évoqué tout à l'heure, le professeur Vidal-Madjar, astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris et directeur de recherche au CNRS. Alfred Vidal-Madjar, bonsoir et bienvenue. Je voudrais d'abord revenir sur votre formidable exploit. En effet, c'est vous qui, cette année, avez réussi avant tout le monde à découvrir autour d'une autre planète une atmosphère avec de l'oxygène. Que cherchiez-vous exactement et comment vous êtes-vous pris pour réussir? Je voudrais d'abord que vous réalisiez à quel point ces planètes sont lointaines. C'est tellement invraisemblable que je ne peux pas vous donner des chiffres pour que vous le compreniez, parce que les chiffres n'évoquent rien. Alors maintenant, pour essayer de vous dire où sont les planètes,
voici ce que j'utilise comme image, le seul moyen d'y arriver, c'est celle-là. Si je ramène le soleil à la taille d'une orange, ce que j'ai fait maintes fois parce que c'est une image tellement forte que vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je me promène toujours avec mon système solaire et effectivement là j'ai plusieurs planètes, mais je vous en montrerai que deux. C'est ici je vais prendre la Terre, vous voyez, à l'échelle de l'orange. Et à l'échelle de l'orange, la Terre, c'est cette tête d'épingle qui sera à 5 mètres d'ici. À côté de cette Terre, à 5 mètres, voici la Lune. Et vous voyez le système Terre-Lune, c'est deux petites têtes d'épingle qui tournent l'une autour de l'autre en un mois, à 5 mètres autour de l'orange. Et vous imaginez que si vous mettez la Terre au centre du Soleil, la Lune gravite à mi-chemin à l'intérieur du Soleil. Ça vous donne aussi une idée à quel point le Soleil est un astre gigantesque par rapport aux planètes. Donc les étoiles, le Soleil c'est une étoile, sont des astres gigantesques. Les planètes sont tout petits. Maintenant, si j'essaye d'imaginer une planète comme Jupiter, qui est une beaucoup plus grosse planète, voilà Jupiter. Vous voyez, c'est commence à être assez gros, présentable. Et Jupiter sera à 25 mètres de là. Voilà à peu près l'échelle du système solaire. Bien sûr, il y a d'autres planètes, on va aller un peu plus loin, on ira jusqu'à, mettons, une centaine de mètres. Au-delà, on va avoir un problème pour aller jusqu'à la prochaine étoile. La première étoile à l'échelle de cette orange est à 1300 km d'ici. Donc la première étoile la plus proche du Soleil, c'est une autre orange comme celle-là à 1300 km, et autour d'elle, il y a à quelques mètres, quelques têtes d'épingle et une petite boule. Alors quand on dit je cherche des planètes autour d'autres étoiles, c'est que j'essaye de détecter des têtes d'épingle ou une petite boule, comme je vous ai montré, autour d'une orange qui est à 1300 km d'ici, et c'est l'étoile la plus proche. Alors évidemment, si je vais aux étoiles plus lointaines, je vais de plus en plus loin. Donc vous vous rendez compte que l'exploit d'abord de détecter une planète est ahurissant, parce que l'orange qui est l'étoile est extrêmement brillante, la planète est totalement obscure et minuscule à côté. Et il faut quand même que je la détecte. Or, la méthode qui a permis d'en détecter plus d'une centaine aujourd'hui est une méthode qu'on dit indirecte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ces planètes. Tout ce qu'on sait, c'est que la planète, quand elle tourne autour de l'orange, elle a une petite attraction sur elle et ça produit un minuscule balancement. On ne voit pas la planète, mais on voit l'orange qui se balance un tout petit peu. Ce balancement a permis de dire, tiens, il y a quelque chose qui a une certaine masse qui tourne autour, et comme la masse est petite, on en a déduit que ça devait être forcément des planètes. Et j'en viens à la question, puisque la question était « Qu'est-ce que je fais, moi, avec ces planètes ?» Eh bien, un jour, il y a eu une planète qui a eu le bon goût de, tout en tournant autour, à chaque tour, elle est passée juste devant l'orange. C'est-à-dire qu'à chaque orbite, j'ai vu une petite éclipse de cette planète. Et quand cette orbite se produit, il se produit deux choses fantastiques. La première, c'est qu'on a tout de suite une idée de la taille de la planète, puisqu'on voit la lumière de l'étoile qui diminue. Cette petite baisse de lumière me dit la taille de la planète est telle. Le fait qu'elle tourne en tant de temps autour de l'étoile, je sais quelle est sa masse. Connaissant sa masse et sa taille, j'en déduis sa densité. Et on a compris que ces objets qu'on n'avait jamais vus jusque-là, et il n'y en a qu'un seul qu'on a vu de cette façon, tous ces objets ont une densité plus faible que l'eau. Le résultat, c'est que maintenant on est sûr que c'est bien des objets qui ont la masse de planètes, de densité plus faible que l'eau, donc c'est des géantes gazeuses. Bonjour monsieur, Philippine. Je voulais savoir quelle était l'originalité de votre découverte à vous. L'originalité de cette découverte, c'est d'avoir pu regarder et détecter l'atmosphère d'une planète extrasolaire. Comme je vous l'ai dit, ces planètes, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vues. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Quand la lumière d'une étoile traverse une atmosphère, elle vous donne des informations sur la composition de l'atmosphère. Mais alors on se dit, bon, bah alors c'est tout simple. Non, c'est pas simple, parce que d'abord, comme je vous ai dit, c'est des objets qui sont des têtes d'épingle sur des oranges à au moins 1300 km d'ici. Et moi, je regarde quand même pas la tête d'épingle, je regarde une fine pellicule autour de la tête d'épingle, qui est tellement petite que si j'avais l'orange encore ici, la couche de l'atmosphère, ça serait à peine 1 mm. Pour donner une idée d'ailleurs, l'orange, si je veux représenter tous les océans de la Terre sur mon orange, en imaginant que l'orange c'est la Terre, eh ben je mettrai juste une goutte d'eau sur l'orange que je devrais étaler. Donc vous voyez les océans, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, c'est juste une toute petite goutte d'eau étalée à la surface d'une orange. Alors l'atmosphère, c'est quelque chose d'aussi ténu que ça. Et cette petite chose infime qui entoure la planète, au moment où elle passe devant son étoile, va donner une signature
tellement petite qu'on se dit c'est un exercice impossible. Eh bien non, c'est un exercice possible. D'ailleurs, le premier qui l'ait réussi, c'est un Américain qui a découvert du sodium dans l'atmosphère de cette planète. Et derrière, on s'est dit, il a fait une mesure tellement difficile qu'on ne pourra jamais faire autre chose. Nous, à l'Institut d'astrophysique, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait aborder le problème un peu autrement. Et on a dit, on va essayer de regarder l'élément le plus léger, qu'est l'hydrogène. Et derrière ça, on s'est dit, mais peut-être qu'on peut maintenant détecter d'autres éléments. Et on a trouvé le carbone et l'oxygène. Et on est déjà avec un programme en marche sur le télescope spatial toujours. Tout ça, ça a été fait avec le télescope Hubble. Et si un jour, on trouve des terres, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, on pourra même commencer à discuter de la présence de ce qu'on dit des biosignatures, c'est-à-dire est-ce que dans ces terres, il y a des choses qui pourraient nous faire penser qu'il y a déjà la vie. Et ça, on pourra le faire probablement bien plus tôt qu'on ne le pensait. Bonsoir Hugo. Et la vie intelligente alors? Ben, la vie intelligente, c'est d'abord une bien grande question. Est-ce qu'on fait partie de la vie intelligente? Mais enfin, je crois que pour comprendre cette question-là et comprendre ma réponse surtout, il faut que vous compreniez les échelles de temps. Très brièvement, parce que je ne veux pas trop exagérer, disons que l'échelle de temps, on la comprend le jour où je vous dis que l'âge de l'univers de 13 milliards d'années, je le change en une année. Quand je fais ça, le Big Bang c'est aujourd'hui à 0 heure, et c'est le 1er janvier à 0 heure, et aujourd'hui on est le 31 décembre à minuit. Dans cette échelle de temps, la Terre est apparue vers la mi-septembre. La vie est apparue sur Terre très vite après, à peine une semaine après, la vie est déjà là. La vie va être monocellulaire longtemps, on va avoir finalement les dinosaures le 25 décembre, vous voyez, il faut attendre longtemps pour avoir des êtres assez gros et visibles. L'Homo sapiens nous-mêmes, c'est la dernière minute. Notre espèce à nous, c'est la dernière minute avant minuit. Et toute notre civilisation, c'est les 10 dernières secondes. Alors vous me dites, bon, ça c'est le calendrier cosmique, j'en ai déjà entendu parler, c'est les échelles de temps. Mais maintenant, je vais vous dire, voilà la chose qui va m'amener à ma réponse à la question. Si j'imagine ce que fait notre civilisation dans 500 ans, on va aller dans toutes les planètes du système solaire, pratiquement, c'est même pas un problème. 500 ans, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez 1000 ans, je vous accorde 1000 ans. Mais 500 ans ou 1000 ans à cette échelle, c'est une seconde. Donc le 1er janvier à 0 heure, 0 minute et 1 seconde, je suis sur toutes les planètes du système solaire. L'humanité se promène sur toutes les planètes du système solaire. Combien de temps il va falloir pour aller jusqu'aux étoiles? C'est vrai que c'est beaucoup plus loin, mais on peut estimer, même en étant très prudent, que 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, on va mettre. Et à ce moment-là, on se dit, mais combien de temps va mettre l'humanité, ou ce qu'elle est capable d'envoyer, pour aller sur toutes les étoiles de la galaxie? Et on se rend compte que quelques millions d'années, mettons 10, 20, peut-être 50 millions d'années suffisent. Dans le calendrier cosmique, ça veut dire que le 2 janvier, l'humanité est partout. À partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris très profondément ce que veut dire le paradoxe de Fermi. Et moi, j'étais comme tout le monde, j'étais ravi à l'idée qu'il y ait de la vie partout dans l'univers, que ça pullulait, que ça grouillait, mais le jour où j'ai compris ce paradoxe, et en particulier par cette transposition, j'ai réalisé combien c'était complètement, presque invraisemblable. Parce que s'il y avait eu une seule civilisation, sur une seule des millions et peut-être des milliards de planètes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans notre galaxie, où ce serait passé une seule fois ce qui s'est passé sur Terre, juste un jour avant, ces gens-là seraient partout déjà dans la galaxie. Or, on voit rien de flagrant, ça a l'air d'être incroyablement vide, et ma conclusion, c'est qu'on est beaucoup plus probablement seul en termes d'être évolué, intelligent, vous prendrez le mot que vous voulez, mais probablement seul, en tout cas dans la galaxie. Mais inversement, certains pourraient dire c'est triste, mais inversement, il y a une contrepartie extraordinaire à cette conclusion, c'est que si on est les seuls êtres vivants dans la galaxie au jour d'aujourd'hui, ça veut dire que l'univers demain, le 2 janvier, va être complètement changé, ça va devenir un univers vivant dans lequel les espèces vivantes vont être capables de se promener partout. Et donc l'univers, qui est aujourd'hui un univers peut-être complètement mort et vide, à part nous, dans un tout petit endroit perdu, va être transformé en un univers complètement vivant. Et donc ça, c'est fabuleux de se dire qu'on détient aujourd'hui la source de la vie, peut-être de l'univers tout entier. Bonsoir, Jérémy. Donc qu'est-ce que ça veut dire que l'univers devienne vivant? Bon, ça veut dire simplement que actuellement sur la Terre, il y a une espèce vivante qui est nous, et que cette espèce-là, si elle arrive à survivre une seule seconde de plus,
Pratiquement, elle est sauvée de l'autodestruction, puisque c'est une crainte terrible. Elle est sauvée aussi de l'effet de serre, par exemple, qui va détruire la planète. Et elle pourra se répandre dans l'univers entier. Et que l'univers deviendra peut-être, avec les enfants de l'humanité, un univers complètement différent. Merci Alfred Vidal-Madjar. Et je rappelle que vous êtes le premier astrophysicien à avoir découvert une planète dont l'atmosphère contient de l'oxygène. Alors, la chasse aux planètes débouche sur de nouvelles questions, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Mais parmi elles, il en est une particulièrement importante. Si la vie a pu apparaître sur des mondes très lointains, quelle forme pourrait-elle revêtir? Pour être efficace, cette forme de vie doit pouvoir se déplacer et agir sur son environnement. Dès lors, il est possible qu'une des meilleures formules serait d'avoir 2 jambes et 2 bras. Le traitement des informations exige un cerveau situé au sommet du corps, ce qui implique la station debout et 2 yeux pour la vision en relief. Quant au cœur, il doit lui aussi se trouver près du cerveau qui a besoin d'être très irrigué par le sang, mais pas trop haut non plus. Il doit aussi assurer la circulation dans le reste du corps. Bref, la créature intelligente que nous venons de décrire ressemblerait quand même beaucoup à l'homme. Est-ce que de telles créatures ne finiraient pas par engendrer une véritable civilisation, ce qui veut dire progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances et des idées? Eh bien, cette question, vous allez le voir, a été évoquée pour la première fois par des scientifiques il y a plus de 40 ans. Revenons en arrière. Novembre 61, à l'observatoire de Green Bank. Cette année-là, 10 astronomes et biologistes se sont réunis durant 2 jours. L'astrophysicien Frank Drake stupéfie ses collègues en présentant le programme de la réunion sous la forme d'une équation. Elle est devenue célèbre dans le monde entier. La voici, elle est destinée selon lui à estimer le nombre de civilisations possibles dans notre galaxie, appelée N. Et c'est cela le plus étonnant. Pour la première fois, des scientifiques ont émis l'hypothèse que la vie pourrait exister ailleurs, mais qu'en plus, elle pourrait être intelligente et donc civilisée. Ici, FL représente le nombre de planètes qui pourraient réunir les conditions favorables à l'apparition de la vie. Toutefois, il existe des facteurs bien plus difficiles à évaluer, à savoir FI, le pourcentage des planètes susceptibles de voir émerger une forme de vie intelligente. Et plus difficile encore à évaluer, FC, la part des civilisations qui, comme nous, pourraient chercher à entrer en contact avec les autres. La seule certitude qu'on ait, c'est que N est au moins égal à 1, puisque nous existons, et que donc aucun des facteurs de l'équation n'est égal à 0. On le voit, la fameuse formule de Drake, apparemment précise, débouche en réalité sur d'énormes incertitudes. Selon les chercheurs, les estimations de N varient entre 1, notre civilisation, et 1 milliard. Sa portée est donc purement symbolique. Elle suggère en tout cas qu'il existe des chances solides pour que des créatures deviennent intelligentes et finissent par engendrer une civilisation. Toujours selon l'équation de Drake, il pourrait donc exister environ 1000 civilisations possibles dans notre galaxie. Or, si de telles civilisations existent, elles devraient pouvoir se faire entendre et même, pourquoi pas, tenter de nous expédier un message. C'est de cette idée simple qu'est né l'un des plus étonnants programmes scientifiques qui ait jamais existé, le programme SETI. Avant de voir plus en détail ce qu'est ce fameux programme SETI, et même en quoi chacun de vous peut y participer, je vous propose de revenir un instant sur l'une des idées proposées par le professeur Drake et certains exobiologistes, celle de civilisation extraterrestre. Oui, Grishka, une idée qui heurte tellement le sens commun qu'il nous faut y revenir. Pour mieux cerner si de telles civilisations peuvent exister, tournons-nous maintenant vers un scientifique qui a beaucoup réfléchi à cette question. Nicolas Prantzos, bonsoir, vous êtes astrophysicien à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, première question, est-ce que l'idée d'une civilisation extraterrestre est scientifiquement défendable? Défendable, elle est, sans aucun doute, mais scientifiquement défendable, je ne vois pas comment elle pourrait l'être. Parce que la science parle des choses, des objets qu'on peut voir, on peut observer ou dont on peut déduire l'existence à partir de théories physiques. Et ici, en l'occurrence, rien de tout cela ne se passe. Là, il est clair qu'on n'a aucun exemple pour l'instant, et donc on ne peut pas défendre cette idée de manière scientifique. Oui, bien sûr, c'est vrai d'un point de vue scientifique, mais
Sur le plan personnel, quelle est votre opinion? La réponse la plus honnête, bien sûr, en fait la seule réponse scientifique, c'est que je ne sais pas, c'est d'être agnostique. Mais j'ai l'habitude de répondre en 3 temps à cette question. Si on me demande, est-ce que vous aimeriez qu'ils existent? Là, la réponse vient tout de suite, bien sûr, j'aimerais qu'ils existent. Ce serait tellement intéressant, tellement enrichissant pour nous. Entre autres, ils pourraient nous apprendre comment survivre sur cette planète sans nous massacrer entre nous-mêmes. Si on me demande, est-ce que vous pouvez jurer, devant un tribunal par exemple, qu'il n'existe pas? Là, non, je ne peux pas jurer qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, vous savez qu'il est très difficile de prouver que quelque chose n'existe pas. Exactement pour la même raison, je ne peux pas exclure que des éléphants roses existent sur une planète lointaine. C'est tout à fait possible, bien que c'est peu probable. Finalement, si on me demande, et c'est là qu'on voit la conviction intime de quelqu'un, je pense, si on vous demande de parier, ils existent ou ils n'existent pas, là, je parierais qu'ils n'existent pas. Et c'est surtout en raison du paradoxe de Fermi qu'on vient de mentionner. Nicolas Prantzos, merci beaucoup pour ces explications. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, nous rappelons que vous êtes l'auteur de Voyage dans le futur aux éditions du Seuil et co-auteur avec Jean Edman, Alfred Vidal-Madjar et Hubert Reeves de Sommes-nous seuls dans l'univers aux éditions Fayard. Nous allons le voir maintenant avec le programme SETI. Les scientifiques parient bel et bien sur l'existence dans notre univers d'une véritable civilisation. Et voici pourquoi. Le principe est simple. Les radiotélescopes, qui ne sont après tout que de grandes oreilles métalliques, détectent le bruit radioélectrique qui vient des étoiles. 10 milliards d'informations enchevêtrées par seconde, une fantastique friture qu'il n'est pas facile de traiter. Ce que vous entendez, par exemple. Le formidable programme SETI a donc été fondé sous l'impulsion de pionniers passionnés, en particulier Frank Drake, dont nous avons déjà mentionné la fameuse équation. En France, autre grand pionnier, Jean Edman, astronome et à l'origine du programme SETI avec François Birot. SETI a déjà débouché sur des découvertes fondamentales en astronomie. Par exemple, en 1967, des radioastronomes anglais captent un signal mystérieux qu'ils attribuent d'abord à une source extraterrestre intelligente. Ils le baptisent même, ce fameux signal, LGM pour Little Green Men, petits hommes verts. En réalité, il s'agissait de quelque chose d'encore inconnu, le signal radio émis par un objet stellaire jamais observé jusqu'alors et qu'on appelle aujourd'hui un pulsar. Il a la particularité de tourner sur lui-même à toute vitesse, un peu comme un phare. Il émet donc un signal à intervalles périodiques et quand les astronomes ont entendu ce bruit si régulier, ils ont cru un signal intelligent. Le programme SETI a connu d'autres grands moments. Par exemple, le 15 août 1977, le radiotélescope de Big Ear a détecté le plus célèbre et le plus mystérieux signal en provenance du cosmos. Hélas, le fameux signal baptisé « WOW » n'a jamais été répété, jamais expliqué. Réalisé aujourd'hui avec le concours de centaines de milliers de radioastronomes amateurs, munis d'ordinateurs répartis dans le monde entier, ce gigantesque programme d'écoute s'appuie également sur le plus puissant observatoire terrestre existant, Arecibo, en Amérique du Sud. C'est là que convergent chaque jour des milliers de signaux, c'est de là qu'on écoute l'univers. Parmi les milliers de messages recueillis, il en existe quelques-uns qui intriguent beaucoup les radioastronomes, en particulier un dont on a récemment beaucoup parlé. En effet, c'est à Arecibo qu'a été analysé le fameux signal SHG B02 plus 14A, découvert par SETI Atome et rendu public le 2 septembre dernier. Qu'en est-il de ce fameux message au début? Sans aucun doute, avec trop de précipitation, certains responsables du programme SETI ont déclaré que pour la première fois, ce signal pourrait avoir été expédié il y a 1000 ans par des intelligences étrangères, une civilisation extraterrestre. Sans doute une erreur d'analyse. Car ce signal a deux défauts. Il a été capté seulement à 3 reprises et de plus, il a une forte dérive, c'est-à-dire qu'il ne dure que très peu de temps. Une dizaine de secondes, c'est peu pour un message. Toutes les hypothèses restent donc ouvertes, y compris un parasite émis par l'antenne du télescope. Les radioastronomes restent donc en alerte, car incontestablement, de tous les signaux jamais reçus dans le programme SETI, SHG B02 plus 14A est l'un des plus mystérieux. S'il s'agit d'un bruit naturel,
alors il résulte sans doute d'un phénomène inconnu, jamais rencontré jusqu'ici. Un peu comme ce signal de 67 qui a conduit à la découverte des pulsars. Mais soyons prudents. Pour être véritablement classé dans la catégorie des possibles messages intelligents, il faudra au moins 2 conditions. D'abord que l'on n'établisse pas qu'il possède une source terrestre, accidentelle ou volontaire. Et de plus, qu'il se reproduise au minimum 3 fois dans des conditions rigoureusement identiques et dans un délai raisonnable. L'échéance de ce passionnant rendez-vous n'est bien entendu pas fixée, mais les radioastronomes s'attendent à une évolution de la situation d'ici le début de l'année 2005. Et si un signal devait un jour être classé d'origine extraterrestre, alors ce serait la plus grande découverte dans toute l'histoire de l'humanité. Cette écoute, aujourd'hui, elle se fait dans le monde entier. Et la chose extraordinaire, c'est que vous qui nous regardez en ce moment, vous pouvez aussi participer à ce fantastique programme SETI. Et pour en savoir plus, nous recevons maintenant Elisabeth Piotella, ingénieure au CNRS et représentante en France du programme SETI. Alors, c'est quoi ce fameux programme SETI Atome et comment est-ce que ça marche ? C'est un logiciel que des internautes, vous, moi, bon, je pense que dans le public, il y a beaucoup de gens qui l'ont téléchargé, qui tournent sur des ordinateurs pendant que les ordinateurs ne font rien d'autre. Donc vous avez votre ordinateur, vous allez boire un café et pendant ce temps, votre ordinateur est en train d'analyser des données qui ont été captées dans un grand radiotélescope à Arecibo. Et petit à petit, il arrive à analyser toute une série de données, il la renvoie à Arecibo. Et là, les scientifiques en font ce que bon leur semble. Un signal, c'est se signaler, c'est signaler sa présence. Mais là, c'est plus une vérification qualitative en fonction de paramètres. Vous avez en fait un protocole et vous essayez de faire entrer ce que vous appelez un signal, c'est-à-dire c'est une présence dans vos appareils de mesure. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est-à-dire l'une des principales critiques du projet SETI, c'est qu'il est anthropocentrique, mais pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on imagine qu'ailleurs, il y a des gens qui ont découvert la radio comme nous et qui vont se manifester comme nous. Les projets SETI datent de 40 ans. Ça paraît beaucoup, mais à l'échelle du cosmos, c'est très petit. On peut s'imaginer qu'on est juste des bébés. On essaye de parler. Mais bon, pas vraiment. Donc il y a des bébés qui vont commencer par dire à eux, par faire des bruits tout de suite. Nous, pour l'instant, on a quand même du mal. Hein. Il y a des grands scientifiques, des grands responsables qui se disent, quand on est seul dans une forêt, la dernière des choses à faire, c'est de se manifester. Donc l'idée, c'est plus d'écouter. Donc on est un bébé dans notre berceau et on essaye d'écouter les voix qu'il y a autour. Donc on en est là. Peut-être que dans 10 ans, on dira oui, c'était un peu puéril. Bon, maintenant, on va essayer de faire quelque chose de plus compliqué. Donc pour l'instant, tout ce que notre intelligence est capable d'imaginer, soyons modestes, c'est quelqu'un qui fonctionnera un peu comme nous. Philippine Lucille, beaucoup de moyens sont mis en œuvre pour écouter ces signaux. Je voulais savoir si vous pensez personnellement qu'il y a une vie ailleurs. Je pense que quand on regarde le ciel à la campagne, on voit énormément d'étoiles. Mais dans toutes ces étoiles, on voit en fait que notre voisinage. En gros, on voit notre quartier. Et donc, dans la galaxie, il y a encore plus d'étoiles. Donc déjà, même quand on regarde le ciel à la campagne, on pourrait se dire « ce serait étonnant quand même qu'il n'y ait que nous qui soyons là, que la vie n'ait pas trouvé un moyen de se développer ailleurs ». Alors pour l'instant, je parle de vie. Donc la vie, c'est peut-être juste des bactéries, c'est peut-être pas grand-chose. Mais déjà ça, ce sera intéressant. Et je pense que pour la vie, elle doit exister, mais peut-être de manière complètement différente. Pareil, mais pas pareil, on pourrait dire. Donc je pense qu'il y a de la vie quelque part. Après, que la vie soit capable de communiquer avec nous, ça c'est une autre question, c'est beaucoup plus ambitieux. Donc je pense que la vie a pu exister, mais que la vie communicante, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Mais je trouve que c'est ça, moi ce qui me motive, c'est un peu ça, c'est l'envie de savoir, c'est de la curiosité malsaine, de se dire, mais enfin les auteurs de science-fiction, est-ce qu'ils n'auraient pas raison? Et puis, et au contraire, est-ce qu'on ne serait pas peut-être un petit peu gentil? Est-ce que notre imagination ne serait pas très limitée? Et au contraire, il y a des choses beaucoup plus impressionnantes ailleurs. Merci Elisabeth Piotella. Et rappelons à tous les internautes qui nous regardent qu'ils peuvent eux aussi participer à cette quête d'intelligence extraterrestre sur le site dont l'adresse s'affiche actuellement.
Un enjeu fantastique, non seulement sur le plan de la science, mais aussi de la métaphysique. Et c'est donc vers vous, Jacques Arnoux, que nous allons nous tourner pour conclure. En tant qu'homme d'église, quel est votre sentiment sur cette question si troublante d'une possibilité de vie intelligente ailleurs? Chez nous, j'allais dire, dans le monde de l'Église, on appelle cette question la pluralité des mondes habités. Est-ce qu'il y a plusieurs mondes habités? Et contrairement à ce qu'on peut souvent penser, c'est une très très vieille question. On n'a évidemment pas plus de preuves dans les traditions religieuses de l'existence d'extraterrestres qu'en science. On en a même sans doute moins. Simplement que la question est peut-être plus ancienne. Elle a une grande importance, en fait, cette question. Et pour moi, elle a une très grande importance. En fait, tout être vivant se pose la question de l'autre. C'est-à-dire, où se termine mon identité et où commence l'identité de l'autre? Ami-ennemi, pour utiliser des termes un peu conflictuels. Mais où est mon territoire? Chez l'homme, cette question de l'autre est vitale parce que, une fois encore, ça va être nature et culture. Donc, quel type de relation culturelle vais-je établir entre moi, être humain, et cet autre être vivant dont je vais peut-être faire aussi un autre homme? Toute l'histoire de l'humanité, c'est cette découverte de ces petits groupes humains qui se découvrent humains les uns par rapport aux autres. Et c'est pas encore fini, on le sait bien. C'est bien que je trouve que cette question de penser aux extraterrestres, d'imaginer la rencontre du premier, du deuxième, du troisième, et je ne sais pas, de quatrième type peut-être, d'autres êtres vivants, de quel genre de contact on va avoir avec eux, quels droits, quels devoirs par rapport à eux, toutes ces questions qui nous paraissent de la fiction, eh bien, sont vraiment essentielles pour l'homme. Il faut que l'homme garde ouvertes ces questions des extraterrestres, parce que comme ça, la question de l'autre reste ouverte, et ça nous rappelle que sur notre propre terre, la question de l'autre est toujours ouverte. Quand on écoute les scientifiques, on se rend compte que ce que moi j'appelle la question de l'autre, qu'eux vont appeler une existence de vie extraterrestre, des exoplanètes, eux laissent cette question pour l'instant largement ouverte. Et je crois que de notre point de vue humain, il faut garder cette question ouverte. Le jour où nous déciderons de clore cette question de l'autre, le jour où nous ne serons plus curieux d'un autre qui puisse exister ailleurs que notre petit domaine de connaissance, ce jour-là, nous serons morts. Merci Jacques Arnoux pour tous ces points de vue si riches. Nous vous rappelons que vous êtes l'auteur de La Lune dans le bénitier aux éditions du Cerf, ouvrage dans lequel vous évoquez, entre autres, la question de la vie ailleurs. Mais pour l'heure, le mystère reste entier, et avec lui, celui de la vie ailleurs. Malgré les progrès impressionnants de la science dans les domaines de la biologie, de l'anthropologie, de l'exobiologie, malgré la découverte récente de planètes en dehors de notre système solaire, on n'a toujours aucune preuve qu'une autre forme de vie existe dans l'univers. Et pourtant, un formidable espoir demeure. Il y a quelques années, le grand astronome Jean Edman, cofondateur du programme SETI, a déclaré « L'univers est une immense machine à fabriquer la vie. Nous ignorons à quel moment les ondes nous révéleront une terre inconnue, ni à quoi elle ressemblera. Mais dans un jour ou dans un siècle, quelque chose viendra de là-haut, quelque chose d'autre, un message rédigé par une intelligence étrangère à l'homme. J'attends. Un jour, moi ou mes lointains descendants, nous aurons la réponse. Et ce jour-là, nous aurons enfin la certitude que dans l'univers, rien n'est impossible. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Merci aussi aux équipes techniques de France 2, à Claire Dabrowski et Fabienne Gauthier, sans lesquelles, bien sûr, nous n'aurions pas pu tenter de partir à la recherche d'indices de vie extraterrestre. Merci au public et enfin merci à vous qui nous avez suivis jusqu'ici. Meilleurs vœux pour cette année 2005, qui, ne l'oubliez pas, sera l'année de la science. Bonsoir à tous.